Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Hebdo Politique saison 2, épisode numéro 4. Ce soir, nous recevons Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Jean-Frédéric Poisson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 22 janvier 1963 à Belfort, vous avez donc aujourd'hui 51 ans. Vous êtes titulaire notamment d'un doctorat en philosophie. Votre premier mandat, vous l'avez obtenu en 1995. Vous devenez alors conseiller municipal de la ville de Rambouillet. Vous deviendrez ensuite l'adjoint de Gérard Larcher, à l'époque maire de la ville. Gérard Larcher qui vient d'ailleurs, je le rappelle, d'être élu président du Sénat, une nomination qui doit, je l'imagine, vous rendre heureux. Oui. Pour quelle raison? Vous êtes encore un proche de Gérard Larcher? On n'a jamais été très éloignés, et puis premièrement, deuxièmement, c'est un homme pour lequel j'ai de l'estime, auprès duquel j'ai beaucoup appris. Et je pense que pour la manière dont il s'apprête à diriger le Sénat, pour le poids qu'il a dans l'appareil institutionnel et pour le territoire des Yvelines, tout ça sont d'excellentes nouvelles. Vous avez été également maire de Rambouillet et député de la 10e circonscription des Yvelines jusqu'à l'annulation de votre élection en 2010. En juin 2012, c'est l'heure de la revanche. Vous redevenez député grâce notamment au soutien de l'UMP et du Parti chrétien-démocrate, un parti dont vous êtes devenu le président en novembre 2013 à la place de Christine Boutin. Enfin, notons que vous dirigez la communauté de communes Plaine et Forêt d'Yvelines depuis 2009. Avec vous, nous parlerons manif pour tous, allocation familiale et chômage, mais avant, c'est l'heure du Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Alors, Jean-Frédéric Poisson, le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides. J'insiste bien sur le côté rapide, bon, vous avez le temps quand même de répondre. Le but, apprendre à mieux vous connaître et tester vos connaissances sur l'actualité. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, monsieur. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a décidé de reporter sine die l'écotaxe, ce péage de transit pour les poids lourds. Reculade du gouvernement ou bonne décision selon vous ? Un peu les deux, à la fois reculade parce que j'avais cru comprendre que l'engagement était parfaitement ferme, définitif, la main sur le cœur, etc. Et bonne décision parce que j'étais déjà pas très convaincu de la mécanique en tant que telle. Voilà, donc à la fois reculade et bonne décision, oui les deux. Quel est le point commun entre ces joueurs de football, Nicolas Anelka, David Trezeguet, Alessandro Del Piero ou encore Marco Materazzi? Le savez-vous? Le point commun entre les quatre en ce moment, ouais. Je n'en ai aucune idée. Eh bien, ces joueurs participent tous à l'Indian Super League. C'est le nouveau championnat de football indien. Oui, absolument. Oui, c'est vrai. Malala Yousafzai s'est vu attribuer il y a quelques jours le prix Nobel de la paix pour son combat en faveur de l'éducation des jeunes filles au Pakistan. À 17 ans, elle est devenue la plus jeune lauréate d'un prix Nobel. Un homme a été également récompensé à ses côtés. On en a beaucoup moins parlé. Savez-vous de qui s'agit-il? Alors, j'ai entendu parler de lui. Je serais incapable de vous dire son nom. Alors, moi, je vais vous dire son nom, mais l'accent, j'en suis pas sûr. C'est Kailash Satyarthi. Voilà, lui, c'est un Indien en revanche. Exactement, un militant indien de 60 ans connu pour ses efforts dans la lutte contre le travail des enfants. Absolument. Le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, énorme succès au box-office avec 12 millions d'entrées en France, n'arrive pas à se vendre ni aux États-Unis ni au Royaume-Uni. Il est jugé politiquement incorrect. Pensez-vous qu'on ne peut pas rire sur la religion, le racisme, les Noirs, les Juifs ou encore les Asiatiques? Si, je partage là-dessus le point de vue de Pierre Desproges. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Bruno Le Maire, Hervé Mariton, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ou encore François Fillon. Quel homme politique de l'UMP incarne le mieux les valeurs du Parti chrétien-démocrate aujourd'hui? Alors à la fois un peu tout le monde et personne, parce que dans la droite française, il y a cette tradition de se référer à un héritage judéo-chrétien qui est plus ou moins bien assumé selon le temps qui fait, les personnes qui sont là. Pour l'instant, en tout cas, nous avons pris le parti plutôt d'inviter nos sympathisants et ceux qui nous suivent à soutenir Hervé Mariton. On aura l'occasion de revenir dessus. Êtes-vous favorable à la féminisation des titres? Vous dites Madame la Présidente ou Madame le Président? Ça dépend des titres. Je pense qu'à la fois, il y a quelque chose de... Il y a un usage, en quelque sorte. Mais au risque de vous surprendre, je dis assez volontiers Madame la Présidente en séance à l'Assemblée. Mais je n'arrive pas à dire madame la députée, ni madame la rapporteure, donc je dis madame le député, madame le rapporteur, madame le ministre, mais madame la présidente. C'est ma manière à moi de maintenir l'équilibre. Je rappelle qu'à l'Assemblée nationale, un député UMP, Julien Aubert, s'est fait rappeler à l'ordre pour avoir appelé la présidente de la séance, madame le président. Oui, c'est scandaleux.
Connaissez-vous le nombre de pays de l'Union européenne qui autorisent le mariage homosexuel? Je n'en ai aucune idée. 9 Peut-être- États sur 28 Oui. l'autorisent, dont la France depuis 2013. Les Pays-Bas ont été le premier pays à le reconnaître dès 2001. Quel est votre livre de chevet en ce moment? Un livre de votre confrère Philippe Alexandre, écrit dans les années 70, fin 70, début 80, qui s'appelle Le duel Pompidou-De Gaulle. Très instructif sur les naissances de la Ve République et la manière de gouverner en temps de crise. Peut-être nos dirigeants actuels feraient bien de s'en inspirer. Enfin, le Vatican change de ton vis-à-vis des homosexuels. Si les relations homosexuelles et le mariage gay sont toujours condamnés, l'Église, lors de son synode sur la famille, écrit que les homosexuels ont des dons et des qualités à offrir à la communauté chrétienne. C'est une petite révolution ou une tempête? C'est ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est une manière de dire dans des termes... Politiquement correct. Non, pas politiquement correct, un peu nouveau, des choses qui sont exprimées depuis longtemps. Je n'ai jamais senti, en tout cas ça n'a jamais été ma position personnelle, d'animosité particulière à l'égard de quiconque dans l'Église, pas plus des personnes homosexuelles que les autres. Il est bon, il est bien que l'Église le dise dans ces termes-là aujourd'hui. Si on regarde les textes de près, on trouverait des choses identiques déjà depuis de nombreuses décennies. L'hebdo politique sur Sensation. Premier thème de cet hebdo politique, la manif pour tous et ses revendications, l'abandon de la loi Taubira et du mariage homosexuel, la gestation pour autrui et la procréation médicale assistée. Membre fondateur de l'entente parlementaire pour la famille, Jean-Frédéric Poisson, vous êtes forcément à la pointe sur ces sujets en tant que président du Parti chrétien-démocrate. Il y a quelques jours, la manifestation pour tous est de nouveau rassemblée, près d'un an et demi après la première célébration du premier mariage gay en France. Jusqu'à quand allez-vous manifester? Jusqu'à quand ce mouvement va-t-il durer selon vous? Ah, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que il y a un facteur d'étonnement pour tout le monde, c'est que en dépit du fait que la loi est votée, en dépit du fait qu'on essaye d'enterrer comme ça les sujets les uns après les autres, la mobilisation continue, elle ne se distend pas. Et donc, tant que effectivement nous n'aurons pas obtenu satisfaction, puisque je partage les objectifs de la manif pour tous, bien, je pense qu'il sera utile d'aller manifester. Vous savez, il est légitime de continuer à s'opposer à une loi même quand elle est active. Et après tout, il n'y a plus de chance qu'elle soit abandonnée. Quelles sont les revendications aujourd'hui du mouvement? Je ne sais pas s'il n'y a pas de chance qu'elle soit abandonnée. Vous savez, le débat est loin d'être terminé. Et quand je vois la manière dont petit à petit, tous ceux qui se déclarent intéressés par la primaire 2016 et l'élection de 2017, à droite en tout cas, finalement considèrent qu'il y a encore un sujet, et il y a encore un sujet, je me dis que les choses sont encore très très ouvertes. Les revendications, c'est d'abord sur les mères porteuses, sur la procréation médicalement assistée, qui est liée en réalité à cette question de mères porteuses. Deux sujets sur lesquels, en tout état de cause, d'abord le gouvernement a compris enfin qu'il y avait un problème, en dépit des dénégations qu'il a prononcées pendant tout le débat il y a 2 ans, ou 1 an et demi. Donc nous avons bon espoir, effectivement, au moins de faire reculer les autorités sur ce sujet. On avait reçu en novembre 2013 Christine Boutin dans ce studio. Écoutez ce qu'elle disait sur le mariage pour tous à l'époque. Vous savez, cette loi, moi j'avais saisi M. Hollande, M. Ayrault, dès le mois d'août 2012, pour leur dire que ce texte était naturellement un texte profondément révolutionnaire au sens anthropologique des choses, et qu'il fallait absolument que le peuple soit saisi. Même si c'était dans le programme de M. Hollande, c'était naturellement pas pour cela que les Français ont voté pour M. Hollande. Et il fallait vraiment reconsulter le peuple, qui est le souverain, devant cette question. Ils n'ont pas voulu. Et à partir du moment où ils ont pris la décision de faire passer ce texte contre tout le monde, regardez les 700 000 signatures du CESE, enfin, c'est vraiment une provocation. Il ne pouvait y avoir que de la tension. Et ce n'est pas fini. Et je vous dis, ça continuera jusqu'à ce que ce texte soit abandonné. Vous partagez l'avis de Mme Boutin. Elle parle notamment d'un texte révolutionnaire et d'un référendum. On a l'impression, vous partagez cet avis? Ah oui, je crois très nécessaire de solliciter le peuple français sur le sujet. D'ailleurs, j'ai défendu cette position avec mes collègues de l'opposition à l'Assemblée nationale à l'origine des débats, puisque nous avions soutenu une motion référendaire à l'ouverture de la discussion à l'Assemblée nationale. Et je pense que sur des sujets de cette importance, car c'est un sujet important, anthropologique, c'est tout à fait certain, ça n'est pas qu'un problème de droit, eh bien, il est nécessaire de consulter le peuple français. D'ailleurs, ça fait partie, je crois, des intentions d'un certain nombre de candidats déclarés pour la présidentielle à droite pour 2017,
Et je pense que ça, un jour ou l'autre, de toute façon, je pense que le peuple sera consulté sur ce sujet. D'ailleurs, vous appartenez au groupe UMP au sein de l'Assemblée. Oui. Si la droite revient au pouvoir en 2017 aux affaires, est-ce qu'elle devra revenir sur cette loi obligatoirement? Est-ce que c'est une condition sine qua non de votre soutien sur le long terme à l'UMP? Ah, ce sera évidemment un marqueur politique d'abord très fort, premièrement. Deuxièmement, depuis l'origine, j'ai indiqué que, comme la procréation médicalement assistée et la légalisation des mères porteuses me paraissaient des conséquences inéluctables de l'instauration du mariage pour les personnes homosexuelles, je me suis bagarré, et c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai fait, dans l'hémicycle sur cette loi Taubira. Et donc, pour ces mêmes raisons, je considère indispensable de revenir sur la loi. Et revenir sur la loi, ça porte un nom en français, ça veut dire abroger. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous soutenez Hervé Mariton à la présidence de l'UMP. Il s'est engagé en faveur de vos revendications, clairement? Pas tout à fait, puisque Hervé Mariton est sur les mêmes positions que les nôtres en ce qui concerne les sujets de société en règle générale. Il est un peu plus libéral sur le plan économique que nous ne le sommes. Il est beaucoup plus européen, beaucoup plus confiant dans la construction européenne que nous. Donc il y a quand même des points de débat et des points de divergence, ou en tout cas de discussion. Pour autant, sur la famille et sur les sujets de société en général, comme je vous le disais, nous sommes parfaitement alignés. Donc ça nous a paru suffisant, entre guillemets, pour inviter nos sympathisants et ceux qui nous suivent et qui sont à l'UMP à le soutenir. Le débat s'est déplacé progressivement sur la GPA et la PMA. Avant de revenir dessus, écoutez cette mise au point de Franck David sur ces termes difficiles parfois à cerner. La PMA, c'est la procréation médicalement assistée, par insémination artificielle ou par fécondation in vitro. En France, la PMA est autorisée pour les couples hétérosexuels infertiles. Elle est interdite aux couples de femmes. En revanche, ces couples peuvent y avoir recours dans une dizaine de pays voisins. La GPA, c'est la gestation pour autrui. Un embryon est implanté dans l'utérus d'une mère porteuse. En France, la GPA est totalement interdite pour les couples hétérosexuels comme pour les couples homosexuels. Mais la GPA est possible dans 8 pays européens, sous certaines conditions. Et il y a 2 formes de GPA. La GPA altruiste, la mère porteuse n'est pas rémunérée, et la GPA commerciale. Dans ce cas-là, la mère porteuse touchera une indemnisation, 3 à 5 000 euros en Inde, contre 30 à 35 000 euros en Russie, par exemple, un tiers ou la moitié du coût total de la GPA. Manuel Valls a dit récemment qu'il n'y aura pas de gestation pour autrui autorisée en France et qu'elle restera illégale. Rien de nouveau également concernant la PMA. Vous devez donc être rassuré, j'imagine. Pas du tout. Pas du tout. Au risque de vous étonner, en ce beau dimanche d'automne, les déclarations récentes de M. Valls rappellent l'état de la loi et indiquent qu'il n'a pas l'intention, en tout cas c'est ce que j'en ai compris, de revenir sur l'interdiction actuelle de la GPA, comme ça a été rappelé par M. David il y a quelques instants. En revanche, il y a toujours cette fameuse circulaire dite Taubira de janvier 2013, dans laquelle finalement on demande aux instances judiciaires françaises de ne pas tenir compte de l'illégalité des conventions de mères porteuses passées à l'étranger pour reconnaître les enfants de couples français qui sont allés à l'étranger faire une GPA. Autrement dit, vous allez faire une GPA à l'étranger, vous revenez en France, vous demandez à la France de reconnaître votre enfant, et la France le fait sans aucune espèce de difficulté. La Cour européenne aussi l'a demandé, la Cour européenne des droits de l'homme l'a demandé à la France? La Cour européenne a invité la France à le faire, c'est exact. La France n'est pas obligée de suivre. Ce que je suivre. trouve choquant, d'abord la France n'est pas obligée de le suivre, premièrement. Deuxièmement, je considère quant à moi que il n'y a pas de circonstance dans laquelle on puisse utiliser une personne comme un instrument ou comme un outil à ses propres fins. Ça, c'est ma conception personnelle de la dignité, et ça vaut pour tous les sujets. Que ça soit rémunéré ou pas. Et la distinction existe, elle a été parfaitement rappelée il y a quelques instants. La pratique des mères porteuses, de mon point de vue, consiste à utiliser quelqu'un comme un outil à la fin que poursuivent les parents. Ça, c'est ce qu'il y a de plus radicalement contraire à l'expression de la dignité humaine. Si donc la Cour européenne des droits de l'homme considère que cette pratique doit être malgré tout reconnue dans les instances judiciaires françaises, alors que c'est radicalement contraire à la dignité, je suis désolé de dire que je me moque de ce que dit la Cour européenne dans cette circonstance. Des enfants qui ne sont pas forcément qui sont nés de ces GPA, qui ne sont pas responsables des actes de leurs parents. Mais bien entendu, les pauvres, ils n'y sont pour rien. D'ailleurs, ce sont des enfants tout à fait à part entière et des personnes humaines exactement comme les autres. Eh bien, il faut replacer les parents devant leurs responsabilités. La France doit refuser la reconnaissance de ces enfants, et les parents doivent aller les faire reconnaître de la nationalité du pays dans lequel ils ont pratiqué cette GPA. Voilà, ça me paraît à la fois le rétablissement, la réaffirmation de l'autorité de l'État, premièrement, du droit, deuxièmement, troisièmement,
Les parents sont assez grands pour savoir qu'ils recourent à des pratiques qui sont illégales en France et donc ils doivent en tirer toutes les conséquences. C'est ce que vous aviez d'ailleurs écrit sur votre blog. Les Oui. parents qui ont recours à la GPA à l'étranger doivent partir s'établir, c'est ça, dans ces Pas- pays-là? Je me souviens pas d'avoir dit s'établir parce que c'est ce que j'ai dit ça sur un plateau de vos confrères d'LCI. Mais à tout le moins, alors s'établir pourquoi pas s'ils le veulent, mais en tout cas faire reconnaître l'enfant à l'étranger, ça c'est certain. Il y a quelques mois, vous aviez défendu également un amendement qui avait fait polémique. Cet amendement demandait le déremboursement de l'interruption volontaire de la grossesse en cas de suppression de la notion de détresse Oui. dans la loi Veil. Cette notion a été supprimée depuis. Vous pensez toujours qu'il faut dans ce cas-là dérembourser l'IVG? Oui, parce que je pense que l'avortement n'est pas un droit comme les autres. Ça n'est pas un droit sans condition. C'est une pratique à laquelle on a le droit de recourir dans certaines circonstances. C'était en tout cas l'esprit initial de la loi. Et au moment même où tout le monde s'inquiète, y compris ceux qui sont favorables au principe même de l'avortement, ce qui n'est pas mon cas. Tout le monde s'inquiète En aucun de cas. non, en aucun cas, de la banalisation de l'avortement. 200 000 pratiques par an, 200 000 actes par an, ce qui est constant d'abord. Ça veut dire que la loi n'a rien arrangé. 200 000 situations, dans une très grande proportion d'entre elles, de détresse profonde des femmes, et pas que des femmes, qui sont confrontées à cet acte qui est si douloureux. Et on fait comme si ça ne posait pas de problème, et donc on fait tout pour le rendre encore plus banal. Aujourd'hui, Et je pense un qu'il IVG y de a un confort, vrai... vous pensez? Il peut y en avoir, oui. Je pense que ça existe. Je ne pense pas qu'il soit majoritaire. Parce que pour traiter ce sujet depuis maintenant des années, je constate qu'il y a énormément de situations dans lesquelles les femmes se retrouvent complètement désemparées et sans aucune autre porte de sortie à leurs yeux, en tout cas que celle-là, que la pression sociale, familiale, parfois conjugale ou amicale ou affective, j'en sais rien, ou économique, fait que nous ne prenons pas les dispositions pour protéger les femmes qui sont, par parenthèse, encore plus fragiles dans cette situation de grossesse qu'elles ne le seraient par ailleurs. Et de banaliser cette situation et l'acte en tant que tel me paraît extrêmement grave. C'est la raison pour laquelle, oui, j'ai défendu cet amendement. Je vous propose maintenant de faire une pause. On se retrouve dans quelques minutes dans l'hebdo politique. On parlera allocation familiale et allocation chômage. L'hebdo politique. Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines, est toujours notre invité. Deuxième sujet de cette émission, les allocations et notamment les allocations familiales. Les députés socialistes ont proposé un temps de moduler le versement des allocations familiales en fonction du revenu des ménages. L'objectif est de réaliser une partie des 700 millions d'euros d'économies dans la branche famille de la sécurité sociale. Pour 2015, cette proposition a fait polémique à droite principalement. Jean-Frédéric Poisson, vous étiez positionné contre. Pourquoi? Parce que le système social français, ou le modèle social français dont on parle souvent, inclut comme une de ses dispositions de principe le fait que la solidarité nationale doit aider les familles qui accueillent des enfants et qui participent ainsi à l'effort de pérennisation de la société et qui, entre guillemets, fabriquent, je mets tous les guillemets du monde bien sûr, les consommateurs de demain, les citoyens de demain et tout ce qui va permettre à la société française de perdurer. Cette solidarité s'exprime par le biais du versement d'un certain nombre de prestations familiales. Il y en a pour 55 milliards d'euros par an en France, tous les ans. 3/4 d'entre elles sont sous condition de ressources et modulées en fonction des revenus. 1/4 d'entre elles, grosso modo, les allocations familiales, sont versées sans condition de ressources, sans modulation de revenus. Et je pense que cet équilibre est bon. Je pense deuxièmement qu'il y a d'un côté les 3/4 d'allocations qui sont aujourd'hui versées en prenant en compte les revenus des familles et donc en modulant selon que les familles sont riches ou moins riches et donc on les aide plus ou moins par la solidarité nationale, ce qui est normal. Et d'un autre côté, on regarde non pas le revenu mais la présence ou pas d'un enfant. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas des enfants de riches et des enfants de pauvres, il y a des enfants. Et qu'à partir de là, la solidarité nationale consiste dans la reconnaissance du fait qu'ils existent et donc dans l'aide à apporter à leurs parents sous forme d'allocation. Alors pour être précis, aujourd'hui, quels que soient ses revenus, un ménage perçoit 129 € à partir de 2 enfants, 295 pour 3 et 460 pour 4 enfants. Ensuite, c'est 165 € par enfant en plus. Est-ce que ces sommes, finalement, c'est important pour des ménages qui sont peut-être aisés? Est-ce que c'est pas finalement dérisoire pour ces ménages-là et on aurait peut-être pu les supprimer, les donner aux ménages les plus fragiles? Alors financièrement? si vous faites ça, ça veut dire que les ménages les plus fragiles vont gagner environ, selon l'endroit où vous mettez le curseur, 6 ou 7 € par mois supplémentaires.
là aussi, c'est dérisoire. Donc ça veut dire que, enfin oui, j'espère, même si je le sais bien, que pour certaines familles, on est effectivement à quelques euros près tous les mois, c'est évident. Donc de toute façon, il n'y a pas de somme d'argent qui ne serve à rien, bien entendu. Maintenant, il faut s'entendre. Encore une fois, la modulation, la participation des familles aisées à l'effort national, elle se fait par le biais de l'impôt, par le biais du quotient familial, par le biais d'un certain nombre de prélèvements sur le revenu des familles. Et donc, ce qui existe aujourd'hui, alors on peut ajuster les curseurs, on peut, etc. Pourquoi pas ? Moi, je crois qu'il faut maintenir comme un élément essentiel de la politique familiale en France qui fait des envieux dans le monde entier. Il faut maintenir cette affirmation qu'un droit est ouvert, que ce droit est donné sans condition, est reconnu sans condition, sans restriction. Un droit est ouvert dès lors qu'un enfant arrive quelque part dans une famille. Si on sort de là, alors ça veut dire que si on ouvre la porte de la modulation, vous savez, comme disait le philosophe, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Si la porte est fermée à la modulation, ça veut dire que tout le monde est à l'abri. Si elle commence à s'ouvrir, aujourd'hui vous dites 4 000 ou 4 500 euros, mais enfin 4 500 euros, c'est le salaire d'un couple d'instituteurs aujourd'hui. Et vous trouvez qu'avec 4 500 euros, on n'a pas besoin de 129 euros en Ile-de-France, par exemple, où nous sommes. Même à Montigny-le-Bretonneux ou à Guyancourt, qui sont des villes, bien entendu, formidables, c'est pas facile de vivre avec 4 500 euros par mois. Donc, vous comprenez bien que quand vous commencez à moduler les ressources, le seuil de la modulation a quand même plutôt vocation à baisser qu'à s'accroître. Donc, il faut faire très attention. La garantie du maintien de l'universalité de ce droit est la meilleure manière de protéger, en fait, les familles qui sont les plus modestes. La droite avait un temps, en 1995, notamment avec Alain Juppé, proposé de fiscaliser les allocations familiales. Est-ce que c'est une solution ou là aussi vous êtes totalement contre ? Non, je suis totalement contre. D'abord parce que ça n'est pas un revenu, c'est une compensation de charges que les familles consentent pour éduquer des enfants qui sont une richesse nationale. Je le répète, c'est pas un problème de confort personnel. C'est-à-dire, la présence, la natalité en France, elle est clairement un atout pour ce pays et pour le très long terme. Vous pensez que si on baisse ces allocations, on les supprime pour certains ménages, il y aura moins de naissances, moins de natalité ? C'est pas impossible. C'est pas impossible. En tout cas, je constate que, il y a une forme de corrélation entre la manière dont l'État soutient les familles par les politiques de redistribution ou de reconnaissance du fait familial, quelle qu'elle soit, et la courbe de la natalité. Sur la fiscalisation, deuxième élément, faisons attention à ne pas faire entrer dans l'impôt des foyers qui n'y sont pas aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi ça. Quand vous fiscalisez les allocations familiales, mécaniquement, des centaines de milliers de foyers deviennent imposables alors qu'ils n'étaient pas jusqu'ici. Donc il faut être cohérent. Fiscaliser, ça n'était pas une bonne idée. Je le pensais déjà en 95, je le pense encore aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas toucher à ça. Et enfin, j'invite à considérer un phénomène qu'on voit malheureusement trop souvent, cette manie qu'a le gouvernement actuel, incapable de faire des réformes de structure et de dégager des économies sur les structures et l'administration de l'État, les structures publiques. Pour gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il fait ? Soit il augmente les impôts, il le fait pour tous, ou alors il veut baisser les prestations. Il y a un moment, ça devient insupportable. Il faut appeler ce gouvernement à ses responsabilités en lui disant « Vous êtes aux affaires, vous ne pouvez pas esquinter, voire mettre par terre le modèle social français simplement parce que vous êtes incapable de faire les réformes nécessaires. » Sur votre blog, vous dites même que le gouvernement s'attaque aux libertés des familles. Bien sûr. Expliquez ça. C'est très simplement, vous savez, votre liberté ne dépend pas simplement des moyens dont vous disposez, ou pas seulement, mais enfin quand même pour partie. Quand on prend systématiquement sur les familles le congé parental, les emplois familiaux, le quotient familial, maintenant les allocations familiales, ce rabotage successif qui est fait sur le pouvoir d'achat des familles, c'est aussi l'expression et le moyen de leur liberté. Vous iriez jusqu'à dire que le gouvernement et la gauche n'aiment pas la famille finalement ? Bien sûr, je l'ai déjà dit. Bien sûr, je l'ai déjà dit. Je le répète d'ailleurs, quand je montrais mardi après-demain à la tribune de l'Assemblée nationale au moment de la discussion générale du projet de loi de financement de la sécurité sociale, je le rappellerai. Il y a une certaine gauche qui considère que, comme la famille est un lieu par excellence privé, intime, la puissance de l'État s'arrête en quelque sorte à la porte de la famille. Comme c'est un lieu d'inégalité par excellence, il n'y a pas une famille qui vit comme celle d'à côté, ou deux familles qui vivent de manière identique, la liberté et la responsabilité des parents supplantent le pouvoir de l'État à l'intérieur même de la cellule familiale. Eh bien, en tout cas, un certain socialisme, oui, considère que la famille est son ennemi.
cette idée plane encore dans les esprits, surtout sur le plan de l'inégalité. Mais voilà, il y a des gens, vous savez, qui considèrent que le fait que les familles soient un creuset d'inégalité, c'est une bonne nouvelle, c'est mon cas. Pour beaucoup de socialistes, c'est une mauvaise nouvelle. Le gouvernement et les députés PS se sont mis d'accord finalement cette semaine pour durcir les conditions d'accès à certaines prestations pour les plus riches, diviser par 2 la prime à la naissance à partir du 2e enfant ou encore baisser les aides pour la garde. Quelles que soient les mesures qui sont retenues, vous serez contre, ou alors vous estimez qu'il y a des économies à faire dans les 60 milliards, 55, vous avez dit 55 milliards de la politique familiale aujourd'hui. Il y a d'abord des économies à faire, encore une fois, sur les frais de structure. J'y reviens. Premièrement. Deuxièmement, avant de toucher aux prestations familiales, c'est-à-dire au pouvoir d'achat des familles et donc à leur liberté. Je le répète, il s'agit de retirer aux familles des ressources dont elles ont besoin aujourd'hui. Bon. Il y a d'autres solutions. Et encore une fois, je regarde le budget, la loi de finances dont nous débattons depuis le début de la semaine à l'Assemblée nationale. On réduit les moyens de défense en continuant de démanteler l'armée. On affaiblit les familles avec des attaques très frontales sur le pouvoir d'achat. Par ailleurs, on ne fait pas d'économie de structure sur des choses ou sur des organisations qui n'apportent pas une réelle valeur ajoutée à l'État. Voilà, c'est un choix politique, ce n'est pas le mien. Et je considère qu'avant d'aller regarder et taper dans le portefeuille des Français encore une fois, il y a sans doute des mesures à prendre antérieurement et avant de recourir à ce genre de pratique. Jean-Frédéric Poisson, à l'EMP, vous êtes secrétaire national en charge des questions d'emploi depuis 2009. Ça tombe bien puisque nous allons parler chômage et indemnité. Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, Emmanuel Valls, le Premier ministre, ont tour à tour évoqué l'idée de réformer l'assurance chômage. Êtes-vous pour personnellement ? Qu'il faille réformer l'assurance chômage, c'est sans doute. De quelle manière ? Alors c'est le problème. C'est le problème. Parce que avant de savoir s'il faut la réformer, il faut savoir pourquoi. Et toute la difficulté de l'assurance chômage, c'est de trouver l'équilibre entre d'un côté un système qui soutienne suffisamment les demandeurs d'emploi en termes financiers, donc il faut que le flux financier soit suffisamment, qu'il soit juste tout simplement, et d'un autre côté que le système soit incitatif à sortir du système de protection et assurantiel le plus tôt possible, dès en tout cas qu'il y a des propositions particulières. Vous voulez dire une baisse dans le temps des allocations ? Alors moi, s'il fallait réformer, je serais favorable. Sont pour, en tout cas. Je serais favorable à ce qu'effectivement on ne touche pas au montant, mais qu'en revanche on réduise la durée d'indemnisation, parce que ça me paraîtrait, par rapport à nos voisins par exemple, on voit bien qu'il y a un moment où dans une large mesure la longueur de l'indemnisation finalement va à l'encontre de l'intérêt personnel des demandeurs d'emploi en tant que tel, parce que ça peut avoir pour effet de les installer d'une certaine façon dans une situation qu'ils voudraient par ailleurs quitter. Mais il faut bien faire attention. Je ne crois pas par ailleurs qu'il faille se contenter de réduire cette durée d'indemnisation simplement pour rééquilibrer les comptes. Je pense qu'il y a aussi un effort à faire terrible et colossal en faveur de la formation, pour faire en sorte que les périodes que traversent les demandeurs d'emploi, certaines sont longues malheureusement, puissent être utilisées à de la requalification et de la mobilité professionnelle. Un des problèmes que connaissent les demandeurs d'emploi qui sont inscrits depuis très longtemps sur les registres, c'est qu'ils ne sont pas en situation de changer facilement de qualification de métier. Plus l'accent sur la formation finalement ? Davantage d'accent sur la formation et davantage de mobilité dans les carrières. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait facilement, ni spontanément. C'est difficile de se dire je vais changer de métier, etc. Donc il y a un accompagnement renforcé à faire là. Donc c'est une forme de contrepartie également. On réduit la durée d'indemnisation, ça me paraît désormais incontournable. En revanche, on fait un effort particulier sur la mobilité professionnelle. Quant au contrôle proposé par Jean-François Rebsamen, le ministre du Travail, c'est indispensable. sur les demandeurs d'emploi, Mais bien sûr. Vous êtes d'accord avec ça ? Bien entendu. J'étais l'orateur de mon groupe lorsque nous avons défendu le texte devant le Parlement de fusion entre les ACDIC et la NPE, c'est-à-dire la création de Pôle emploi. Toute cette question avait été très largement abordée à l'époque déjà. Et on se rend compte qu'effectivement, un système qui est juste est un système dans lequel, effectivement, on ne peut pas refuser indéfiniment des offres d'emploi qui vous sont faites au motif que ça ne vous conviendrait pas. Il y a un moment où la priorité doit être donnée, là aussi, au fait de faire revenir à l'emploi des gens qui n'en ont pas à un moment donné. Pour autant, la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, les services contrôlent. Et j'allais dire même davantage. On estime aujourd'hui la fraude aux assurances chômage à un montant situé entre 3 milliards et 6 milliards d'euros par an.
C'est-à-dire qu'on est exactement dans l'ordre de grandeur du déficit actuel du régime d'assurance chômage. J'aimerais donc là encore que, en même temps qu'on s'apprête à réformer l'assurance chômage, pourquoi pas, mais pas n'importe comment, on s'attaque massivement à la fraude. Dernière question, est-ce que vous connaissez Jean Tirole ? Oui, bien sûr. C'est un Français, c'est le nouveau prix Nobel d'économie. Dans un rapport qu'il avait rendu il y a quelques années, il préconisait la mise en place d'un contrat de travail unique à la place du CDI et du CDD actuel. Est-ce que ça aussi c'est une bonne idée ? Je suis partagé sur ce sujet parce que c'est très difficile. Je crois que avant, le contrat de travail unique, c'est un moyen. Encore une fois, ça n'est pas une fin en soi. On comprend que... dans une période de difficulté économique, ça serait quelque chose d'utile. On comprend très bien. Il y a plusieurs dizaines aujourd'hui de types de contrats de travail en fonction de la situation, de l'âge, du métier. Enfin, il y a un fatras absolument inextricable. Qu'il faille réduire le nombre de régimes de contrats de travail, c'est très nécessaire. Un contrat unique, je ne suis pas convaincu. Je pense que, pour l'instant en tout cas, il faudrait réduire considérablement ce nombre en distinguant ceux qui sont en situation d'apprentissage, quelle que soit la forme sous laquelle ils le sont, ceux qui sont en situation d'avoir une mission déterminée, et donc qu'on l'appelle contrat de mission, contrat d'objectif, contrat de CDD, peu importe, et puis une troisième forme qui serait à durée indéterminée, même si je constate paradoxalement qu'aujourd'hui, vous êtes socialement davantage protégé quand vous avez un CDD de 2 ans que quand vous venez de signer un CDI. La réalité, c'est celle-là. Cette ambiguïté-là, il faudra en sortir. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Jean-Frédéric Poisson, député UMP des Yvelines et président du Parti chrétien-démocrate, était notre invité. Merci à vous. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiosensation.fr. On se retrouve dimanche prochain à 18h sur Sensation Yvelines. Excellente semaine à tous. L'hebdo politique sur Sensation.